On est bombardé en permanence. Un flot d'infos, de scandales, de célébrités. C'est sans fin. Notre attention est la cible de tout ça. Mais la vraie question c'est, est-ce que derrière ce chaos, il n'y aurait pas une stratégie, voire une arme secrète? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Ah, ce bon vieux proverbe. On l'a tous entendu, pas vrai? L'idée que la réputation, c'est le socle de tout, la base du pouvoir. C'est la sagesse populaire, la règle numéro 1 qu'on nous apprend à suivre sans jamais vraiment y réfléchir. Mais justement, est-ce que c'est si simple que ça? Dans le jeu du pouvoir, de l'influence, est-ce que les règles sont vraiment aussi claires? J'en suis pas si sûr. Et si, en fait, cette obsession pour une réputation parfaite, c'était ça la vraie faiblesse? Une faille que des gens plus malins pourraient exploiter? Si la vraie clé du pouvoir se trouvait en réalité complètement ailleurs. D'abord, penchons-nous sur cette vision classique, la réputation qui nous servirait d'armure, une sorte de bouclier, une forteresse pour nous protéger des attaques. Robert Greene, dans son célèbre livre « Power », ne mâche pas ses mots. Pour lui, avec sa loi numéro 5, la réputation, ce n'est pas juste un petit plus, non, c'est la pierre angulaire du pouvoir. Il faut la protéger comme sa propre vie. Donc l'idée, c'est qu'une bonne réputation, ça agit comme une force invisible. Elle précède son propriétaire, elle intimide les adversaires, elle peut même faire gagner des batailles avant qu'elles ne commencent. Mais attention, si elle se fissure, l'armure se brise. Et là, on devient une cible facile. Et à l'inverse, c'est aussi une arme offensive redoutable pour détruire ses ennemis. Et c'est là, précisément, que tout le raisonnement bascule. Parce que si une mauvaise réputation est un danger, il y a un crime bien pire aux yeux du pouvoir, c'est l'indifférence. Le fait de ne même pas exister dans le regard des autres. Et ça nous amène directement à la loi numéro 6. Une loi qui, à première vue, semble contredire absolument tout ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est brutal, c'est direct, et ça change complètement la perspective. Peu importe si l'attention est bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est d'être vu. Mieux vaut être critiqué, attaqué, même calomnié, que d'être purement et simplement ignoré. Cette citation, elle résume parfaitement la logique impitoyable de notre époque, surtout à l'ère du numérique. Dans l'arène médiatique, la visibilité, c'est la survie. Si on ne nous voit pas, on n'existe pas. Donc, toute forme d'attention, même la plus négative qui soit, nous maintient dans le jeu. C'est le cœur même de ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Alors comment on s'y prend? Comment on passe de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'on fabrique, de manière totalement délibérée, un bad buzz, une controverse qui va capter toute la lumière? Créer une controverse, ce n'est pas un accident, c'est une méthode. Étape 1, on déstabilise, que ce soit un adversaire ou l'opinion publique. Étape 2, et c'est le point crucial, on cache ses vrais objectifs derrière un écran de fumée. Et enfin, étape 3, on monte un spectacle, quelque chose de marquant, de choquant, pour que tout le monde en parle. Et c'est là que la troisième loi de Greene entre en jeu. C'est la clé de voûte de toute la stratégie, ne jamais révéler ses intentions. De cette façon, on garde le contrôle du récit. Pendant que les autres se concentrent sur le spectacle, sur le leurre qu'on agite devant eux, eh bien en coulisses, on avance tranquillement ses pions. La métaphore est juste parfaite. En ayant l'air inoffensif, simple, presque naïf, on endort la méfiance de tout le monde. C'est le camouflage idéal pour manigancer des plans bien plus ambitieux. L'apparence de la simplicité devient une arme redoutable. Ok, maintenant la question qui se pose, c'est pourquoi ça marche si bien? Pourquoi est-ce que le public est si réceptif à ces manœuvres qui sont parfois assez grossières? Qu'est-ce qui se cache derrière notre fascination pour la controverse? Tout tourne autour de ce concept. Dans un monde où on est noyé sous l'information, notre attention est devenue la ressource la plus convoitée, plus précieuse que le pétrole, plus précieuse que l'or. Ceux qui savent la capter par n'importe quel moyen détiennent le vrai pouvoir. C'est vraiment la question à 1 million. On se dit souvent plus malin que ça. Mais alors pourquoi est-ce qu'on se laisse si facilement manipuler par ces grands spectacles médiatiques? Alors, pourquoi ça marche? Eh bien, d'abord, comme le dit Carmel Greene, notre premier réflexe, c'est de croire ce qu'on voit. Douter de tout, tout le temps, c'est juste épuisant. Ensuite, il faut bien l'avouer, on a une fascination quasi primitive pour le drame, le scandale, et les grands manipulateurs le savent très bien. Ils ne s'adressent pas à notre raison, ils ciblent directement nos émotions, la peur, la colère, la curiosité. Alors, au final, est-ce que le jeu a vraiment changé? Quand on regarde les médias, les célébrités, la politique d'aujourd'hui, avec ses lois en tête, on se rend compte que les outils ont peut-être évolué, mais la nature humaine et les règles du pouvoir, elles, sont restées exactement les mêmes. Cette citation de la loi 5 nous ramène au début, mais avec un regard beaucoup plus cynique. La réputation, ce n'est pas seulement une armure à défendre, c'est une arme pour anéantir les autres. Une fois qu'on a créé une brèche, l'opinion publique, chauffée à blanc par le scandale, fait tout le sale boulot. C'est l'instrumentalisation ultime de l'attention de masse. Du coup, la prochaine fois qu'un scandale éclate, qu'un bad buzz prend des proportions énormes, on peut se poser la question, est-ce que c'est un accident ou une manœuvre bien calculée? À qui profite toute cette attention?
Et si, derrière le chaos qu'on nous montre, quelqu'un, quelque part, jouait une partie beaucoup plus subtile? Qui, au fond, tire vraiment les ficelles?